La semaine dernière, vous avez fait votre leçon inaugurale. Si je résume grossièrement votre conclusion, c'est que l'approche que vous proposiez avec cette expérimentation a changé en 15 ans les politiques de développement. Est-ce que c'est exact? Qu'est-ce qui a permis de faire changer les choses? Est-ce que c'est réellement ce que vous proposez? Et puis, comment est-ce que ça a pu se faire? Alors, c'est pas seulement ça, hein. C'est une vague dans laquelle on a joué un rôle, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on est aussi arrivé au bon moment, en quelque sorte. Il y avait, de toute façon, à partir des années de 90, du début des années 90, un peu un pivot dans l'attitude à la fois des pays riches vis-à-vis des pays pauvres et puis aussi des pays pauvres eux-mêmes. Justement d'une concentration sur l'objectif croissance, la discipline fiscale, etc. Et de voir les choses un peu plus largement sur ce qui est important, c'est le développement sur toutes ses facettes. Et donc il y a eu d'abord les objectifs du millénaire, qui étaient 8 objectifs, dont l'éducation, la santé, l'environnement, etc., qui ont été remplacés par les objectifs du développement durable, où il y en a maintenant 17, avec des tas et des tas de sous-objectifs. Mais ça a eu quand même la vertu très très grande de donner aux pays la liberté de se dire, non, nous, si on veut travailler sur la mortalité maternelle et mettre le paquet là-dessus, même financièrement, on va être soutenu derrière, parce qu'on peut toujours dire que c'est un objectif du développement durable. Donc, c'est en quelque sorte reconnu par la communauté internationale, l'ONU, etc. Et donc, tout le monde suit un peu derrière comme étant vertueux. Et donc, quand les objectifs du millénaire sont sortis, je crois que je n'avais pas complètement compris à quel point il serait important en termes de changer le discours. Et finalement, quand on change le discours, on oriente aussi les pratiques. Et donc tout ça, ça a amené à beaucoup plus de pragmatisme auprès des décideurs politiques sur des problèmes beaucoup plus concrets que ceux dont ils seraient occupés avant. Et il se trouve que de toute façon, quand on demande aux pays d'avoir de la croissance, on ne sait pas à quoi leur dire pour y arriver. Donc de toute façon, ce n'est pas très concret comme objectif, alors que quand un pays décide qu'il va se concentrer sur la mortalité maternelle, là, on a des solutions. On a certaines solutions, puis on a de plus en plus, parce que justement, on peut se servir, se nourrir de l'expérience des autres. Et alors là, il se trouvait que nous, on arrive à ce moment-là, tout le mouvement des expériences aléatoires, avec des outils, déjà, quelques réponses qui étaient déjà dans notre sac de programmes possibles pour arriver à certains de ces objectifs, dont les gouvernements maintenant avaient besoin et envie, et en plus la possibilité d'en construire d'autres au fil de l'eau. D'où une explosion des expériences aléatoires dans les 30 dernières années, et une explosion aussi de politiques qui s'en sont inspirées, qui est évidemment plus important. Pas seulement de faire des expériences, mais que quand on apprend les leçons, que la politique suive. Qu'est-ce que vous entendez par expérience aléatoire? Alors, une expérience aléatoire, parfois on appelle aussi expérience randomisée ou expérimentation ou expérience sociale, c'est comme un essai clinique pour un médicament, mais dans le domaine de la politique. Donc tout le monde, grâce au Covid, sait ce que c'est qu'un essai clinique aujourd'hui, puisqu'on a tous suivi avec intérêt le développement des vaccins qui ont eu leurs essais cliniques essentiellement en direct. Donc si je prends l'essai clinique, si je prends l'essai du vaccin contre le Covid, donc il y a une cohorte de quelques dizaines de milliers de personnes qui ont été réparties aléatoirement en 2 groupes. Un groupe reçoit un placebo et un groupe reçoit le vaccin. Et comme ils ont été répartis aléatoirement, on sait qu'il n'y a aucune différence en moyenne entre les deux. Alors après, il y en a qui peuvent avoir de la chance ou d'autres pas de chance. Donc il y en a qui attraperont le Covid ou qui seront exposés au Covid dans les 2 cas. Et on suit dans les 2 échantillons, en l'occurrence, est-ce qu'ils sont suffisamment malades pour être hospitalisés ou est-ce qu'il y en a qui décèdent malheureusement du Covid. Et c'est ça qui nous a permis de dire que le vaccin était à 95% efficace contre la première souche pour éviter les formes graves. Nous, on applique ça à des politiques sociales contre la pauvreté,
des interventions de gouvernement, des interventions d'ONG, donc au lieu que ce soit un vaccin contre le Covid, pour continuer sur l'exemple Covid, pendant la crise du Covid, on a fait une expérimentation avec un réseau social où c'était avant les vaccins, c'était aux États-Unis. La recommandation était de ne pas voyager pour la fête de Thanksgiving et Noël, parce qu'il n'y avait pas encore de vaccin. Donc on a envoyé, en choisissant au hasard dans tout le territoire américain des zones géographiques, on a envoyé par l'intermédiaire de ce réseau social des publicités sur les pages des gens. On en a envoyé 35 millions, donc choisis au hasard. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, donc certaines régions ont ces messages de pub. Quand les gens étaient dans ces régions-là, ils en ont tous reçu essentiellement, et ils en ont reçu à peu près 5 chacun. Donc c'était une petite campagne pendant une semaine. Dans d'autres régions, il n'y a pas eu la campagne. Et ensuite, on peut comparer par région. Donc dans la région où on a fait nos campagnes, les gens ont moins voyagé pour Thanksgiving et Noël. On peut comparer ça parce que on suit, pas nous particulièrement, mais il y a des données qui suivent les mouvements des gens avec leur téléphone, le bip de leur téléphone, de manière anonyme. Donc on sait juste que dans nos régions, les gens ont moins voyagé. Et surtout, on peut suivre que dans nos régions, il y a eu moins de cas de Covid 5 jours après, dans les 2 semaines qui ont suivi, 5 jours après la campagne. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'une expérience aléatoire. En 20 ans, on est passé de 39% de pauvres à 10% au niveau mondial. Vous donnez les chiffres que je cite dans ma leçon, que je sais être accurate, qui c'est 15% de gens qui vivaient avec moins de $1,9. Donc c'est presque $2 qui est la ligne. C'est plus la ligne qu'on utilise aujourd'hui. Maintenant, on utilise $2,15. Enfin, c'est presque pareil. Mais donc de 2010 à 2019, on est passé de 15% à 8%. Mon chiffre, c'était plutôt que depuis le début des années 90, ça s'est divisé par 2. Est-ce que la mondialisation a produit un recul de cette pauvreté? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout ce qu'on peut dire, c'est que la pauvreté a baissé. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de la mondialisation ou malgré la mondialisation? C'est plus difficile à dire. C'est vrai qu'en termes de nombre de gens pauvres, de nombre de gens qui sont passés sous la barre de pauvreté à au-dessus, il y en a beaucoup qui viennent de Chine, donc qui a clairement bénéficié de la mondialisation, et d'Inde. Mais il y en a aussi beaucoup qui viennent d'autres pays. Par exemple, en fait, le pays qui, depuis les années 2000, a le plus réduit sa pauvreté en termes de points de pourcentage, c'est la Tanzanie. Alors, c'est pas beaucoup de gens, parce que c'est pas un très grand pays, mais c'est là où il y a eu la plus forte réduction de la pauvreté. Et c'est pas vraiment un produit de la mondialisation. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs positifs qui se sont accumulés jusqu'à la crise du Covid, qui, mis ensemble, ont permis une réduction de la pauvreté. Ce serait un raccourci de dire c'est grâce à la mondialisation. Si on vient sur l'aide des pays riches entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'aide est détournée massivement. Est-ce qu'il faut donner l'argent directement aux personnes pauvres? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'aide soit détournée massivement. Je crois que c'est un peu des histoires qu'on se raconte pour justifier de ne pas donner trop d'aide dans nos pays à nous. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de corruption, ça existe, mais il y a aussi de la corruption chez nous. Il y a des choses qui se perdent en programmes inutiles, mais ça arrive aussi chez nous. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a Donc, est-ce qu'on doit abandonner l'aide de gouvernement à gouvernement? Certainement pas. Il faudrait peut-être réfléchir plus à quel est l'objectif de son aide. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette aide? Notre erreur dans les pays occidentaux, c'est de considérer que cette aide nous donne, ou d'espérer que cette aide nous donne un droit de regard sur l'ensemble de la politique d'un pays. Donc, quand on va dans des pays pauvres, les ministres
passent leur temps à rencontrer les représentants des différents organismes bilatéraux d'aide pour écouter ce qu'ils ont à leur expliquer sur ceci ou cela. Et c'est vrai que ça leur prend un temps et une énergie incroyable qui les empêche de développer leur propre programme. Financièrement, les flux d'aide sont faibles aujourd'hui, et faibles vis-à-vis de notre propre PIB, mais parce que, à cause justement de la croissance mondiale, faibles aussi vis-à-vis des budgets des pays pauvres. Et l'essentiel, mais vraiment la plus grande partie de ce qui est dépensé vis-à-vis des pauvres dans les pays pauvres vient des budgets des pays pauvres eux-mêmes. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter d'infantiliser les pays pauvres et de se demander quel est l'objectif de l'aide ou de la coopération. Déjà, on pourrait arrêter de l'appeler l'aide, on pourrait l'appeler la coopération. Et je crois qu'il y a deux choses, ou trois choses importantes. Il y en a une, c'est un rôle d'assurance, parce qu'on l'a vu pendant la crise du Covid. Nous, quand il y a la crise du Covid, quoi qu'il en coûte, on peut emprunter vis-à-vis du marché financier, de quoi garder tout le monde en emploi, payer leur salaire, etc. Les pays riches ont dépensé 27% de leur PIB en mesure de soutien fiscal vis-à-vis de leur population. Les pays les plus pauvres du monde n'ont pas ce choix du quoi qu'il en coûte, parce que personne ne va leur prêter de l'argent pour le faire. Les pays les plus pauvres du monde ont dépensé 2% de leur PIB, qui est évidemment beaucoup plus faible, pour soutenir leur population pendant le Covid. Ça aurait été un rôle de l'aide, de dire on va au moins les mettre au même niveau, ce qui n'aurait pas représenté grand-chose en comparaison des trillions de dollars et d'euros qui étaient dépensés en Europe ou aux États-Unis, mais qui aurait fait une différence massive dans des pays plus pauvres. Donc ça aurait été un premier rôle. C'est-à-dire on n'essaye pas de faire du développement et de se substituer aux politiques de développement de pays pauvres, mais on sert d'assurance. On a complètement raté pendant la crise du Covid, puisqu'on n'a pas fait ça. Il n'y a eu pas vraiment d'augmentation même des flux financiers. Deuxième chose qu'on a aussi raté pendant la crise du Covid, c'est les biens publics mondiaux, dont la vaccination. Il y a eu des moments où on était très bons. Par exemple, juste après la Seconde Guerre mondiale, les vaccins, les antibiotiques, etc. ont été envoyés vers le Sud avec grand succès, ce qui a conduit à un effondrement de la mortalité dans ces pays, une première vague d'effondrement de la mortalité. Mais pendant la crise du Covid, on a bien vu le désastre qu'a été COVAX et la distribution des vaccins. Et le troisième volet que pourrait prendre la coopération extérieure, c'est le soutien à l'innovation, donc l'idée de jouer le rôle de capital risque, en quelque sorte, pour l'innovation sociale, pour que les pays puissent essayer leurs solutions, les tester avec des expériences aléatoires ou non d'ailleurs, et ensuite décider quoi faire. Donc pour moi, ce seraient les trois rôles que l'aide extérieure du gouvernement à un gouvernement pourrait réaliser. Et dans le cadre de l'assurance, vous posez la question, est-ce qu'il faut payer les gens directement ? De fait, c'est probablement le mieux à faire dans le cas de grandes crises, de financer les gouvernements pour qu'ils puissent immédiatement payer leurs citoyens un revenu de survie. Et maintenant, aujourd'hui, les pays, même en Afrique, sont très, très bien équipés pour le faire. Et pendant la crise du Covid, ça aurait été possible dans plusieurs pays d'Afrique, au moins une quinzaine de pays d'Afrique, d'envoyer en gros directement de l'argent en passant par les gouvernements, mais ils avaient tous les tuyaux pour payer directement les ménages. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a développé, mais pas de manière pérenne tout le temps, parce que ça, c'est un gouvernement qui doit se demander s'il a les ressources pour le faire, mais en cas dès qu'il y a une crise, si on l'avait en place, aujourd'hui, on pourrait aussi faire ça vis-à-vis, par exemple, de l'augmentation des prix alimentaires. Comme un RMI international. Voilà, comme un RMI international, dans notre livre Économie utile pour des temps difficiles, on appelle ça revenu universel super basique. C'est pas basique, c'est super basique, qui soit vraiment un revenu de survie, mais qui soit disponible dès que les gens en ont besoin sur simple demande.
On parlait de la dette tout à l'heure. Quand on vous avait interviewé en juin 2020, vous disiez que les Français n'auraient pas remboursé la dette. Le quoi qu'il en coûte ne serait pas un problème. C'est toujours le cas aujourd'hui avec l'inflation. Non, ce que je disais, c'est pas qu'ils n'auraient pas à rembourser la dette, c'est que de toute façon, si on ne s'endettait pas aujourd'hui, la dette serait plus élevée après, en fait. C'est-à-dire que on était dans une situation où il fallait éviter un effondrement de toute l'économie qui aurait finalement coûté plus cher pour en sortir. Par contre, ce qui était différent, est-ce que ni moi ni une autre n'avait prédit, c'est à quel point les taux d'intérêt les taux d'intérêt remonteraient. Les taux d'intérêt remontent aujourd'hui. C'est dû à la politique de contrôle de l'inflation, où on pense que c'est important les banques centrales, dans leur mandat, pensent que c'est important de réduire l'inflation, donc font augmenter les taux d'intérêt, mais du coup ça se répercute, que ce soit sur les ménages ou le gouvernement. La réponse pendant le Covid ou de s'endetter pour garder intact le niveau de vie des gens, je persiste à dire que c'était absolument la bonne réponse, qu'on était dans une situation de crise majeure déjà, de crise sanitaire, de crise qui aurait pu être une crise de panique à la fois devant les incertitudes de la maladie. Si en plus ça s'était traduit par du chômage et des crises économiques, ça aurait été épouvantable. Donc ça, c'était clair que c'était la bonne chose à faire, et quoi qu'il en coûte, et que sinon ça nous aurait coûté plus cher d'une autre façon. La dette, c'est pas non plus le problème, justement parce que on rembourse sur tellement longtemps et que les marchés sont toujours prêts à prêter à un gouvernement comme la France, que pour tout cet endettement de crise, il n'y a aucune perte de réputation fiscale de la France. La dette elle-même n'est pas un problème. Ce qui est un problème aujourd'hui, c'est l'inflation et c'est les mesures qu'on prend pour lutter contre l'inflation. Comment vous les évaluez justement, ces mesures ? Là, je sors de mon domaine d'expertise, et non seulement je sors de mon domaine d'expertise, mais quand j'interroge mes camarades qui font de la macroéconomie, j'ai l'impression que je ne suis pas dans leur domaine d'expertise non plus, ce qui me surprend. L'inflation est très mal vécue par les citoyens. Les citoyens détestent l'inflation. Donc du coup, on considère, les banques centrales ont le mandat de limiter l'inflation, au prix de causer une récession si c'est nécessaire. Aux États-Unis, au prix de causer une récession mondiale si c'est nécessaire. Parce qu'aux États-Unis, ils montent les taux d'intérêt, ce qui fait monter le cours de dollar, ce qui appauvrit l'ensemble de la planète. Enfin, l'ensemble de la planète, et en particulier les pays pauvres dont leur monnaie se déprécie vis-à-vis du dollar. Ça nous touche aussi à nous en Europe, mais moins, parce qu'on a quand même plus de... L'euro est quand même une monnaie plus importante que les monnaies des petits pays. Donc il y a un coût énorme à maintenir l'inflation. C'est pas complètement clair pour moi pourquoi l'inflation est vraiment un problème et pourquoi on ne pourrait pas vivre avec 5% d'inflation. Il y a des problèmes liés à l'inflation, c'est clair. Tous les gens qui ont... Si on a une inflation qui continue pendant un moment, il faut que les revenus fixes comme les retraites, les salaires des fonctionnaires, etc., soient indexés très régulièrement. Et on voit que les plus pauvres souffrent toujours plus de l'inflation parce que les allocations sont réajustées moins souvent que les revenus du capital qui sont automatiquement attribués. Donc il y a un coût de l'inflation, c'est clair. Mais il y a aussi un arbitrage à faire entre les coûts de l'inflation qui sont, une fois que si on ajustait tout, automatiquement serait plutôt d'ordre psychologique. Les gens n'aiment pas que les prix augmentent parce qu'ils voient l'augmentation des prix et ils ne voient pas forcément que leur salaire aussi a augmenté en même temps.
Donc c'est un coût réel, mais en face, il y a aussi le coût d'aller trop loin dans l'effort de contrôler l'inflation en causant une récession. Et donc là, c'est là où vraiment, c'est pas du tout de mon domaine, donc je ne vais pas brisquer un jugement sur où on met cet arbitrage. Mais c'est clair qu'il y en a un. Il y a 2 ans, quand vous étiez en France, vous aviez travaillé sur cette politique territoire zéro chômeur de ATD Quart-Monde, enfin, qui est poussée, qui a été inventée. Il me semble que ça produisait des résultats. Vous aviez évalué que les résultats étaient assez bons par rapport à cette manière de sortir du chômage. Est-ce que vous avez continué à faire des recherches sur ce programme-là? Moi, je n'ai pas directement travaillé sur l'évaluation de territoire zéro chômeur, mais il y a eu une évaluation qui a montré des bons résultats. J'ai pu aller visiter ATD et je suis très au fait de leur trajectoire. Là, on revient à ce qu'on disait sur la question de l'importance du travail. C'est que, et sur cette question justement de revenus de RMI universel, et est-ce qu'il faudrait que, comme certaines personnes disent, en France, on pourrait abandonner tout ça, tous ces efforts-là, et avoir un revenu de base universel. Et la raison pour laquelle, autant je suis tout à fait en faveur d'un revenu ultra basique universel dans le monde entier, autant pour un pays comme la France, qui a d'excellentes données qui nous permettraient de cibler soit des territoires, soit des individus, des actions comme territoire zéro chômeur ou des actions plus individualisées de soutien aux gens qui sont éloignés de l'emploi ou qui ont d'autres difficultés, me paraissent une meilleure façon d'utiliser un même budget plutôt que de donner à chacun un petit peu d'argent, de concentrer les ressources financières et non financières vers les gens. Parce que il y a un désir de contribuer, il y a un désir de participer dans un collectif et de travailler. Donc c'est pour ça que ce genre d'action me paraissent très très important, même si il se trouve que ça revient plus cher de mettre quelqu'un dans l'emploi que de le payer pour rester chez lui, parce que c'est pas du tout la même chose en fait pour la personne d'avoir l'impression et pas seulement l'impression, mais la réalité de contribuer à sa mesure. En fait, c'est clair qu'il s'est passé quelque chose avec le Covid. Je pense encore plus aux États-Unis qu'en France. Je crois que ça s'est aussi passé en France, qu'on a un petit peu les mêmes phénomènes en France, mais moins en France. Mais aux États-Unis, là, la protection sociale a été donnée différemment qu'en France. En France, les gens ont pu garder leur emploi et ont été payés sans avoir besoin de se déplacer. Il y en a qui ont pu faire du télétravail, d'autres n'ont simplement pas travaillé le temps que l'emploi revienne. Aux États-Unis, les gens ont perdu l'emploi et ont eu des allocations chômage beaucoup plus généreuses pendant la période du Covid, plus des assistantes directes, mais surtout des allocations chômage très généreuses. Donc du coup, un nombre considérable de gens s'est retrouvé au chômage. Et dès que l'économie est repartie, ont recherché des emplois. Et ce que ça a produit, plus qu'un déclin de la valeur travail, etc., c'est un chamboulement des cartes, parce qu'en fait, quand les gens sont dans un travail ou dans une région, il y a une force d'inertie extrêmement forte qui les rend, qui font qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils n'ont pas envie de bouger. Géographiquement, les gens bougent très très peu, même aux États-Unis, les ménages peu, même quand il y a très peu de travail intéressant dans un endroit. D'un secteur à un autre, et là ils ont été obligés de le faire parce qu'ils ont tous perdu leur emploi. Et du coup, en période normale, il y a un pouvoir de l'employeur sur l'employé parce que l'employé n'a pas envie de bouger, donc finalement l'employeur a un petit pouvoir de monopole temporairement parce qu'il sait qu'il peut aller pousser un petit peu l'aiguillon, le faire travailler à des heures désagréables, ne pas lui parler gentiment, ne pas le respecter, etc. Il peut pousser le bouchon jusqu'à un certain point avant que la personne décide que vraiment c'est trop. Alors que là, comme tout le monde avait été renvoyé, parti à la case zéro, maintenant les employeurs ont tous besoin de gens, et les gens se rendent compte qu'en fait,
du coup, maintenant, ils peuvent choisir là où ils veulent aller. Donc je pense que c'est plutôt ça que le déclin de la valeur travail. C'est le déclin d'un pouvoir de l'employeur sur l'employé, de monopole. Le jargon économique, c'est monopsone, parce que c'est l'acheteur unique local, de pouvoir local que les employeurs avaient sur l'employé, qui me paraît en fait une bonne chose. C'est vrai que c'est une des causes de l'inflation, parce que c'est plus dur de trouver des gens, donc il faut les payer mieux. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on attend peut-être le métro plus longtemps, parce qu'il n'y a plus assez d'employés à la RATP, mais c'est aussi vrai que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne travaillent pas à des heures impossibles, à des salaires ridicules, ou qui font 4 jobs aux États-Unis, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Donc je pense que c'est plus ça que la valeur travail. Les gens veulent bien travailler, mais pas faire n'importe quoi. Ils veulent travailler d'une manière qui a du sens pour eux. Et ça, c'était toujours vrai, mais avant, ils auraient bien aimé travailler d'une manière qui a du sens pour eux, mais ils avaient le travail qu'ils avaient. Un petit mot sur l'Europe. On sent qu'il y a un conflit entre les pays du nord de l'Europe et les pays du sud. En caricaturant un peu, on peut dire les cigales et les fourmis. Comment est-ce qu'on peut sortir de là et quand on voit la diversité des politiques, par exemple la politique énergétique, comment est-ce que, on peut faire une Europe forte L'Europe, c'est toujours un projet compliqué parce que il y a les cigales et les fourmis, peut-être, disons, pour des facteurs qui ne bougent pas, comme le temps qu'il fait, va forcément affecter la politique énergétique en Espagne et en Suède, elle ne peut pas être la même. Les traditions, la religion, etc. Et donc déjà ça produit des chocs de culture qu'il a fallu et qu'il faudra encore intégrer, qui est une invention perpétuelle d'un objectif commun. Et il y a aussi tout simplement, plus prosaïquement, le fait que les régions ne sont pas soumises au même choc au même moment. Et en fait, en faisant l'euro et en faisant une politique monétaire commune pour cette immense zone, on s'est enlevé un outil. Alors, il y avait je ne vais pas revenir en question sur l'euro en tant que tel, mais c'est simplement une réalité qu'on s'est enlevé un outil d'ajustement à des chocs différents. Donc, si l'Espagne a un choc économique, l'Espagne étant dans l'euro ne peut pas répondre de la même manière qu'ils auraient pu s'ils avaient été tout seuls. Les politiques d'ajustement conjoncturel sont obligées d'être coordonnées. Ce qui a, en l'absence et on a fait cette Europe monétaire et financière sans faire une Europe politique pour aller avec, donc sans coordination systématique, en tout cas des aides entre de pays à pays, de la fiscalité, etc. Et du coup, il y a un risque en fait d'aller vers un moins-disant fiscal et social, budgétaire, qui provoque des tensions entre les pays qui ont subi des chocs lourds, comme la Grèce par exemple, ou l'Espagne, et les autres. Donc il y a ces deux choses. C'est pas juste les traditions, c'est aussi juste on essaye de faire marcher ensemble une zone qui est quand même soumise à des chocs très différents, en s'enlevant finalement un outil pour le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? Faire une Europe politique forte? Étant donné qu'on a fait l'Europe monétaire et financière, il aurait fallu faire déjà, et il faudrait encore faire, une Europe politique beaucoup plus forte. C'était très étonnant en fait de faire une chose et pas l'autre. Je pense que l'idée, j'étais trop jeune à l'époque pour suivre les discours politiques, mais je pense que l'idée de quelqu'un comme un Delors, c'était que l'Europe politique suivrait. Mais comme elle n'a pas suivi, puis qu'on a étendu à d'autres pays, rendant les choses encore plus compliquées, et puis qu'il y a toujours la règle de la majorité, je pense qu'on a besoin d'une refondation assez profonde des institutions européennes. Mais c'est difficile. Sur un mot du climat, en France on discute beaucoup actuellement avec ce mot sobriété. Vous qui avez une vision, on va dire, mondiale des choses, est-ce que il faut vraiment que la France et les pays riches prennent conscience de
d'un changement d'un changement de comportement, d'un changement pour aller vers plus de sobriété, est-ce qu'il faut changer le système pour aller vers une forme de décroissance à certains moments? Comment est-ce que vous voyez justement cette lutte contre le réchauffement climatique? Le gros problème du réchauffement climatique, c'est que la responsabilité des émissions est essentiellement dans les pays riches, pas forcément les émissions elles-mêmes. L'Inde est un très grand émetteur, la Chine aussi évidemment, les États-Unis aussi, l'Europe comme bloc, mais enfin c'est pas seulement l'Europe et les États-Unis. Mais les émissions par exemple de la Chine sont essentiellement au service de la production d'objets qui sont consommés chez nous. Donc la responsabilité des émissions, si on la rapporte au comportement de consommation, elle est essentiellement le fait des citoyens riches du monde, et en particulier des citoyens riches des pays riches. Et ça, c'est un débat c'est quelque chose qu'on oublie quand on parle de réparation. On dit oui, historiquement, toutes les émissions viennent du Nord, ce qui est vrai aussi. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est encore vrai aujourd'hui. Donc indépendamment de la question, même si on mettait tout le passé à la poubelle et qu'on l'oubliait, aujourd'hui, c'est encore le cas que la responsabilité du changement climatique nous incombe essentiellement à nous, à les citoyens riches des pays riches. Donc c'est de notre côté qu'il y a un effort à faire. Mais malheureusement, les coûts, ils sont surtout dans les pays pauvres. On a l'impression qu'on commence à en voir. Il commence à faire un petit peu chaud chez nous. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec les inondations qu'on a vécues qu'ils ont vécues au Pakistan, les chaleurs de 45 degrés pendant un mois de suite en mai dernier en Inde, et le fait que la moitié du Bangladesh risque de se trouver sous l'eau à ce rythme-là. Donc les vrais perdants du changement climatique sont tous dans les pays pauvres. Et ils n'ont il n'y a rien qu'ils peuvent faire eux pour l'éviter. Donc ça nous donne une responsabilité colossale. Et on sent mal en face de on voit pas trop en face de cette responsabilité colossale un effort de solidarité gigantesque à se dessiner, que ce soit dans le contrôle de nos émissions via des comportements différents, ou que ce soit financier, qu'il faut aussi, puisqu'il y a déjà des problèmes d'adaptation, de réparation qui sont actuels aujourd'hui. Donc au fur et à mesure des différentes COP, on promet de l'argent aux pays pauvres qu'on ne donne pas. Et en même temps, on promet de réduire des émissions qu'on ne réduit pas, ou qu'on ne réduit pas assez vite. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir du travail à faire dans ces deux directions. Après, le problème du discours sur le climat dans les pays riches, c'est que souvent, en France, il y a un petit peu plus cette question de ce discours sur la sobriété, on commence à le voir plutôt, en particulier depuis l'été dernier. Mais aux États-Unis, on ne parle pas de sobriété, on parle seulement de décarbonisation. Donc l'idée, c'est qu'on va continuer à vivre comme maintenant, mais on va... sauf que tout va être électrifié au lieu de venir du charbon. On va consommer tout en temps d'énergie, mais en la faisant venir de sources qui ne viennent pas du charbon. Et c'est sur cette trajectoire que, par exemple, le plan Biden, qui était déjà une très grande avancée, se trouve. La question de est-ce qu'on ne devrait pas changer de comportement est très peu présente. Et ça, cette espèce de technologisme un peu... ça me paraît un discours qui est potentiellement un peu dangereux, parce qu'on ne sait pas du tout si la technologie va nous permettre de réduire les émissions suffisamment. Il y a des chances que non. Si on voulait tout électrifier, si on voulait que tous les États-Unis puissent électrifier toute leur production avec l'énergie solaire, il faudrait qu'ils aient suffisamment de plaques solaires pour couvrir l'équivalent de 2 États aux États-Unis, Iowa et Illinois. Donc c'est clair qu'il n'y a pas ça ne se produira pas. Donc, sans avoir une discussion sur la réduction des émissions,
on a du mal à voir comment on s'en sortira. Alors après, pareil, on n'est pas obligé de parler de décroissance, mais par contre, je pense qu'on doit parler de redistribution. Parce qu'à nouveau, les émissions, elles viennent des gens les plus riches, parce qu'ils consomment plus. Donc s'ils étaient moins riches, ils consommeraient moins et ça ferait moins d'émissions. Donc les deux discussions sur la répartition des richesses et sur le changement climatique sont en fait intimement liées, beaucoup plus qu'elles le sont liées dans le discours politique qu'on entend d'habitude.